Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter vraiment. Car ce que vous allez entendre n'est pas un simple récit de célébrité, mais une traversée intérieure, celle d'une femme qui a longtemps confondu la lumière avec le salut, et le silence avec la dignité. Mon Dieu, elle est debout là depuis 20 minutes. Quand Lynn Renault prononce ces mots, ce n'est pas une actrice en représentation. C'est une femme arrivée au seuil de sa propre histoire. Une femme qui regarde derrière elle et mesure enfin le poids de ce qu'elle a porté seule. Il y a une chose que je n'ai jamais dite et qui m'a volé toute une vie. Cette phrase, dite à presque 100 ans, n'est ni un effet de style, ni une provocation tardive. C'est une libération. Tardive, fragile mais nécessaire. Pendant près d'un siècle, Lynn Renault a souri à la France entière. Robe scintillante, plateau de télévision, ovations interminables. L'image est parfaite, presque immuable. Icône nationale, survivante du temps, grande dame de l'après-guerre, respectée, décorée, intouchable. Et pourtant, derrière cette façade, une autre scène existait. Plus étroite, plus sombre. Une scène intérieure où, soir après soir, la même question revenait, lancinante. Qu'aurait été ma vie si j'avais pu choisir? Car les icônes aussi ont un prix. Et celui de Lynn Renault fut le silence. Un silence bâti pierre après pierre. Secret, renoncement, compromis. À 97 ans, si elle décide enfin de parler, ce n'est pas pour régler des comptes. C'est parce que le poids devient insoutenable. Parce que certains secrets ne meurent pas avec le corps. Ils exigent que la parole, même tardive. Surtout tardive. Ce qu'elle révèle alors n'a rien de l'anecdote people. C'est une faille originelle, une fracture intime qui éclaire tout le reste. Ses amours compliqués, son rapport ambivalent aux hommes, sa relation douloureuse à la maternité, et même ses engagements politiques bien plus tard. Tout converge vers un instant précis de sa jeunesse, un moment où sa vie bascule sans retour possible. Mais avant le scandale, avant la douleur, il y avait une enfant. Une petite fille née en 1928, dans une France encore meurtrie, encore silencieuse. Elle ne s'appelle pas encore Lynn Renault, mais Jacqueline Honté. Elle grandit près de la frontière belge, dans un environnement où l'on endure plus qu'on ne parle. Son père, revenu brisé de la guerre, n'est pas violent, mais imprévisible. Et pour un enfant, l'imprévisibilité est parfois plus terrifiante que les coups. Un regard, une porte qui claque, un silence trop long. La maison devient un terrain miné. Dans cette famille, l'amour ne se dit pas. Il se remplace par la résistance. Ce sont les femmes qui tiennent debout. La mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère. 3 générations solides, dignes, mais dures. Elles n'enseignent pas la tendresse, elles enseignent la survie. Jacqueline apprend très tôt à encaisser, à se taire, à tenir debout. À 12 ans, une vérité éclate. L'enfant avec qui elle joue n'est pas un simple camarade. Il était le fils caché de son père. Les cris de sa mère déchirent dans la maison, s'impriment à jamais dans la mémoire de l'enfant. La famille se fissure. Dans la France des années 40, divorcer est une condamnation sociale. Pourtant, sa mère choisit de partir. Pour Jacqueline, c'est une leçon fondatrice. L'amour peut disparaître, les hommes peuvent avoir plusieurs visages, et la sécurité n'est jamais acquise. L'école n'est pas un refuge. Elle échoue à 14 ans. Pour d'autres, ce serait une humiliation. Pour elle, c'est une délivrance. Quelque chose vibre déjà en elle. Une voix, un besoin presque physique de s'échapper. La scène devient un appel. Un endroit où l'on peut être vu sans être jugé, aimé sans être abandonné. Du moins, le croit-elle. Quand Jacqueline monte sur scène pour la première fois, elle ne cherche pas la gloire. Elle cherche de l'air. Sa voix, encore brute, touche. À la radio de Lille, on l'écoute. On la remarque. Elle change de nom. Puis, tout s'accélère.
À Paris, elle rencontre Loulou Gasté. 20 ans de plus, compositeur reconnu, sûr de lui. Il voit en elle un talent, mais aussi une matière à façonner. Il lui donne un nouveau nom, Line Renaud. Il façonne son image, ses gestes, ses sourires. Aux yeux du public, c'est une belle histoire, un mentor amoureux qui propulse une jeune artiste vers le sommet. Mais derrière la réussite, l'équilibre n'existe pas. Gasté décide, Line obéit. Elle confond protection et dépendance, reconnaissance et amour. L'enfant qui a appris à se taire continue de se taire. Longtemps. Et c'est là, précisément, que réside la grandeur de Line Renaud. Non pas seulement dans sa carrière exceptionnelle, mais dans cette capacité à survivre, à transformer les blessures en endurance, le silence en élégance et la douleur en engagement. Lorsqu'elle parle enfin, à l'aube de ses 100 ans, il ne faut pas l'écouter comme une légende. Il faut l'écouter comme une survivante. Car son histoire ne parle pas que d'elle. Elle parle d'une époque et de toutes celles qui ont dû se taire pour continuer à exister. Line exécute. Lui décide, elle incarne. Dès les premières années, tout est parfaitement réglé. Les chansons sont choisies pour elle, le personnage dessiné à l'avance, l'image polie jusqu'à briller. Line Renaud ne construit pas seulement une carrière, elle entre dans un moule. Peu à peu, la frontière entre la femme et l'artiste s'efface, jusqu'à disparaître totalement. Sa vie privée se dissout dans la vie publique. Ce qui devait être une ascension devient une absorption. La gloire arrive vite. Trop vite. Les tournées s'enchaînent, les plateaux de télévision se multiplient, les sourires deviennent automatiques. Line Renaud devient le visage rassurant d'une France d'après-guerre qui veut oublier, se reconstruire, rêver à nouveau. Elle incarne la légèreté, l'optimisme, la renaissance. Mais plus elle brille sous les projecteurs, plus elle s'éloigne d'elle-même. Derrière les rideaux, une autre réalité s'installe, celle du silence, de l'obéissance, de la discipline absolue. Matériellement, elle ne manque de rien. Mais quelque chose lui échappe, quelque chose d'essentiel, sa liberté intérieure. Ses désirs profonds, son droit à l'erreur. Line appartient désormais à un système, à une image, à un homme. Elle l'accepte parce qu'elle a appris très tôt que l'amour se mérite, qu'il faut s'adapter pour ne pas être abandonné. Et surtout parce que Loulou Gasté représente la sécurité. Dans une vie marquée par l'instabilité, il est un pilier, solide, protecteur, mais parfois écrasant. Ce qu'elle ignore encore, c'est que ce pilier va aussi devenir une prison. Une prison dorée, certes, mais une prison dont on ne sort jamais sans y laisser une part de soi. Puis, à 18 ans à peine, survient l'événement que ni la gloire, ni la discipline, ni l'autorité ne peuvent contenir. Son corps parle. Et avec lui, une vérité impossible à ignorer. À 18 ans, Line Renaud a déjà une carrière, un mari influent, une image publique à préserver. Dans la France rigide de l'après-guerre, le corps d'une femme ne lui appartient pas vraiment, encore moins celui d'une artiste promise à la célébrité. Lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte, ce n'est pas la joie qui l'envahit, mais la peur. Une peur immédiate, profonde, viscérale. Car une grossesse n'est pas alors une affaire intime. C'est un risque, un scandale potentiel, une menace directe sur toute une carrière. La morale est inflexible. Une chanteuse enceinte, hors des normes, peut disparaître du jour au lendemain. Autour d'elle, personne ne parle de choix. On parle de conséquences. La décision est prise vite, trop vite. Non parce qu'elle ne réfléchit pas, mais parce qu'on ne lui laisse pas le temps de réfléchir. L'avortement est illégal. Il se pratique dans l'ombre, dans des conditions dangereuses, indignes. Ce qui devait être un acte médical devient une épreuve de survie. Line traverse cette expérience dans un silence total. Le corps souffre, la peur est omniprésente. Les complications surviennent. Sa vie tient à peu de choses. À 18 ans, Line Renaud frôle la mort sans témoin, sans scandale, sans une ligne dans la presse. Elle survit, mais le prix est définitif. Les médecins sont formels, elle ne pourra jamais avoir d'enfant.
À cet instant précis, quelque chose se brise en elle, de manière irréversible. Elle ne crie pas, elle ne pleure pas, elle se tait, comme elle a appris à le faire depuis l'enfance. Elle se relève, elle retourne sur scène, elle sourit. Mais à l'intérieur, un vide s'installe. Un vide qui ne sera jamais comblé. Des décennies plus tard, sa voix tremble encore lorsqu'elle évoque cet instant. Cet enfant aurait aujourd'hui 60 ans. Ce n'est pas une phrase, c'est une confession. Un deuil sans tombe, sans nom, sans date. Un enfant effacé de l'histoire, mais jamais de la mémoire. À partir de là, chaque succès résonne différemment. Chaque ovation porte une nuance de manque. Lynn Renaud devient une star, oui, mais une star amputée d'une part essentielle de son identité. Elle voit ses proches devenir mères. Elle observe les joies simples de la maternité de loin, toujours de loin. Cette blessure ne fait pas d'elle une femme amère, mais une femme silencieuse. Une femme qui transforme la douleur en élégance, le manque en générosité, la blessure en dignité. À un prix élevé, aimer sans posséder, donner sans recevoir, s'attacher sans jamais s'autoriser à espérer pleinement. Les années passent. À l'extérieur, tout semble stable. Elle reste auprès de Loulou Gasté. Une fidélité exemplaire, une union que beaucoup idéalisent. Mais derrière cette longévité se cache une vérité plus nuancée. Leur relation est devenue une structure, pas une passion. Un socle rassurant, sans feu. Elle reste par loyauté, par reconnaissance, peut-être aussi par peur de perdre ce qu'il lui reste de stabilité. Puis, à Las Vegas dans les années 60, un autre homme entre dans sa vie. Nate Jacobson. Tout ce que Gasté n'est pas. Libre, brûlant, spontané. Avec lui, Lynn découvre une émotion qu'elle ne connaissait que par les chansons. Le désir réel. Leur relation est intense, secrète, clandestine. 15 années d'amour dans l'ombre. Avec Nate, elle est femme avant d'être icône. Mais cette passion a une limite. Elle ne peut jamais devenir officielle. 2 hommes. 2 vies. Une impossibilité d'être entière. J'ai aimé 2 hommes, l'un sans le corps, l'autre avec tout le feu. Une phrase simple, terrible, révélatrice. Lorsque Nate meurt en 1987, une part d'elle s'éteint avec lui. Pas de deuil public. Pas de reconnaissance. Elle pleure seule, encore. Peu après, une autre blessure vient raviver toutes les précédentes. L'absence d'enfant. Et c'est dans ce vide qu'apparaît Jenny. Une jeune admiratrice qui peu à peu devient une présence, une illusion de maternité. Lynn s'attache. Trop. Jusqu'à la trahison. Lorsque la manipulation éclate, Lynn ne crie pas. Elle comprend. Et son corps, une fois encore, lâche. Hospitalisation, silence. Rupture définitive. À ce stade de sa vie, Lynn Renaud a tout traversé. La perte, l'amour interdit, la loyauté étouffante, l'illusion réparatrice. Beaucoup se seraient refermés. Elle, non. Arrivée à un âge où l'on regarde habituellement en arrière, elle choisit d'avancer autrement, de transformer ses blessures en combat. Et c'est là, précisément là, que commence une autre histoire. Une histoire que peu attendaient, mais qui, peut-être, donne enfin un sens à tout le reste. Elle ne détourne plus le regard. Elle affronte enfin ses blessures, ses silences accumulés, ses renoncements imposés par une époque qui n'offrait aucune place à la fragilité. Mais chez Lynn Renaud, la douleur n'a jamais été un point final. Elle a toujours été un matériau brut, une force de transformation, presque une obligation morale. Pendant des décennies, elle s'est tue. Non par honte, par survie. Dans la France d'hier, parler n'était pas un acte de courage, c'était une condamnation. Alors elle a attendu, longtemps, trop longtemps, diront certains. Mais lorsque la parole est revenue, elle n'avait plus pour fonction de la protéger elle-même. Elle servait désormais à protéger les autres. Dans les années 80, la France tremble face au sida. La peur domine, l'ignorance isole, la société rejette.
Beaucoup d'artistes choisissent alors le silence, ou pire, l'évitement. L'image avant tout. Lynn Renaud, elle, choisit un autre camp. Celui des malades. Celui des exclus. Celui des corps que l'on refuse de regarder. Elle ne se contente pas de soutenir en coulisses. Elle apparaît. Elle parle, elle s'expose. Aux côtés d'Elizabeth Taylor, de Pierre Berger, elle assume publiquement son engagement. Et le prix est immédiat. Sa popularité vacille. Certaines portes se ferment. Des regards changent. Mais elle continue parce qu'elle sait intimement ce que signifie être abandonnée dans la douleur. Elle a connu cette solitude. Elle refuse de la laisser aux autres. Plus tard, un combat encore plus intime refait surface. Celui de l'avortement. Celui vécu dans la clandestinité, dans la peur, au bord de la mort. Pendant des décennies, ce souvenir reste enfoui. Pas par oubli, mais parce que la société n'était pas prête à entendre. Puis la France change. Le Parlement inscrit le droit à l'IVG dans la Constitution. Alors Lynn Renaud se lève. Elle ne parle pas en icône, elle parle en survivante. C'est l'une des plus grandes conquêtes de notre pays, dit-elle. Pas de pathos, pas de mise en scène. Juste une vérité brute, portée par un corps qui a payé le prix du silence. De cette blessure ancienne naît aussi son engagement pour le droit de mourir dans la dignité. Pour elle, la liberté ne s'arrête pas à la vie. Elle s'étend jusqu'à la fin. Elle le dit sans détour. Elle a connu une époque où l'on imposait le silence aux femmes, la souffrance aux malades, la honte au corps. Elle refuse que cette logique perdure, refuse que la morale serve encore à nier la dignité humaine. Et même après 100 ans, Lynn Renaud continue de surprendre. Elle prépare elle-même ses adieux. Tout est décidé. Les funérailles, la musique, l'atmosphère. « Je ne veux pas de tristesse, dit-elle. Je veux quelque chose de vivant. » Pour elle, penser sa mort n'a rien de morbide. C'est un dernier acte de liberté. Une cohérence absolue avec toute une vie passée à refuser qu'on décide à sa place. Peu à peu, la France reconnaît ce qu'elle est devenue. Pas seulement une artiste, une conscience, une figure morale. La Grand Croix de la Légion d'honneur, un jardin à son nom à Paris, et surtout la donation de ses archives à l'État. Lettres, enregistrements, souvenirs de Loulou Gasté. Non pour nourrir la légende, mais pour transmettre la vérité. Pour laisser une trace honnête, sans phare. Lynn Renaud n'a jamais été mère au sens biologique, mais elle est devenue mère autrement. Mère de cœur, mère de refuge. Elle a accueilli artistes, malades, amis comme des enfants. Elle a offert ce qu'on lui avait refusé autrefois, une présence, une écoute, une dignité. Aujourd'hui, derrière la diva, il reste une femme. Une femme qui a traversé le siècle avec ses failles, ses regrets, ses choix impossibles. Une femme qui nous rappelle que les mythes naissent souvent de la solitude et que le courage ne consiste pas toujours à briller, mais parfois à parler quand plus rien ne nous y oblige. Alors une question demeure. Une question que Lynn Renaud nous laisse presque en héritage, comme un murmure. Était-elle prisonnière de son époque ou prisonnière de ses propres choix? Et vous, à sa place, qu'auriez-vous fait? Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir autrement à la notion de destin, de silence et de liberté, laissez-moi votre avis en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager autour de vous et surtout de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Celles qui se cachent derrière les légendes. Parce que derrière chaque icône, il y a toujours un être humain,